À 20h43 ce jeudi soir, ma fille de 5 ans a chuchoté dans sa petite montre connectée, « Maman, je suis toute seule. L'électricité s'est coupée. J'ai faim. » Puis le tonnerre a grondé si violemment derrière elle que la communication s'est mise à grésiller. J'étais debout dans ma buanderie à Écully, tenant l'une des chaussettes roses de Maëlys. Je m'en souviens parce que je l'ai laissée tomber et que je n'ai jamais retrouvé la deuxième. Maëlys. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille. Mon cœur, où est papa? Je ne sais pas. Ces 4 mots ont glacé tout mon corps. Maëlys était censée passer la nuit du jeudi chez son père, mon ex-mari Grégoire. Nous étions divorcés depuis 2 ans, et les jeudis lui appartenaient. Je l'avais déposée après l'école maternelle avec son petit sac à dos violet, son lapin en peluche et assez de rappel pour faire lever les yeux au ciel à Grégoire. Elle a besoin de son sirop pour les allergies avant de dormir. Ne la laisse pas veiller après 21h. Ses bottes de pluie sont dans la poche latérale. Les consignes ordinaires de parents divorcés. Rien, cet après-midi-là, n'avait semblé dangereux. À travers la fenêtre de ma cuisine, la pluie tombait à l'horizontale. La chaîne d'information locale diffusait un bandeau d'alerte rouge en bas de l'écran depuis près d'1 heure, orage violent, rafale destructrice, vigilance tornade à l'ouest de la région lyonnaise. Mon ange, écoute-moi, ai-je dit. Quand est-ce que papa est parti? Je ne sais pas. C'était avant le dîner? Oui. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que Chloé allait arriver. Chloé était la babysitter habituelle de Grégoire, une étudiante infirmière qui avait gardé Maëlys des dizaines de fois. Une fille fiable, calme, qui envoyait toujours un message dès son arrivée. Est-ce que Chloé est là maintenant? Non. Quelqu'un est venu? Non. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde. Qu'est-ce que tu as mangé pour le dîner? Un silence. Une gourde. Quel genre de gourde? De la compote de pommes. C'était tout. Une simple gourde de compote. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir. D'accord, maman arrive. Tu es fâché? Non, ma chérie. Est-ce que papa va être fâché? Cette question m'a glacé. Pourquoi était-ce sa première inquiétude? On parlera de papa plus tard. Où es-tu dans la maison? Sous la table. La table de la salle à manger? Oui. Pourquoi es-tu là-dessous? Le monsieur de la météo a dit, éloignez-vous des fenêtres. J'ai dû m'agripper au plan de travail. Ma fille de 5 ans était assise sous une table dans une maison plongée dans le noir, tentant d'appliquer des consignes de sécurité télévisées parce que l'adulte responsable d'elle avait disparu. Tu te débrouilles très bien, lui ai-je dit. Reste bien là. J'ai composé le numéro de Grégoire, messagerie directe. Une deuxième fois, messagerie. La troisième fois, je n'ai pas laissé de message, j'ai composé le 17. J'ai donné à l'opérateur l'adresse de Grégoire à Limonest et expliqué que ma fille de 5 ans semblait être seule en plein cœur d'un violent orage. Madame, êtes-vous actuellement sur place? Non, je suis à environ 20 minutes. Nos patrouilles traitent de nombreux appels liés aux intempéries, mais nous envoyons une équipe. Êtes-vous en contact avec l'enfant? Oui, par sa montre. Gardez-la en ligne si possible. Je suis déjà au volant. La policière a commencé à me mettre en garde sur l'état des routes, mais j'étais déjà dans le garage avant qu'elle n'ait fini sa phrase. J'ai 51 ans. À ce stade de ma vie, j'avais des lunettes de lecture dans le porte-gobelet, des traitements pour la ménopause dans mon sac et un genou gauche qui se plaignait à chaque changement de temps. Et j'avais une petite fille en maternelle. La vie ne s'organise pas toujours selon le calendrier prévu. Grégoire et moi avons eu Maëlys sur le tard. J'avais 46 ans à sa naissance, après des années passées à écouter des médecins me conseiller gentiment de revoir mes attentes à la baisse. Alors non, je n'avais plus 28 ans pour courir à toute allure après 4 heures de sommeil. Mais cette nuit-là, j'aurais traversé un mur de briques pour la rejoindre. La circulation sur la rocade était au point mort. Le vent poussait violemment contre mon SUV et le ciel s'illuminait de blanc toutes les 2 secondes. La communication avec la montre de Maëlys n'arrêtait pas de couper. Maman, je suis là. Maman, je suis toujours là. À un moment, l'appel a été totalement interrompu.
J'ai rappelé si vite que j'ai failli rater ma sortie. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Ne raccroche pas, a-t-elle murmuré. Je ne raccroche pas. Quand je me suis engagé dans le lotissement de Grégoire, il était un peu plus de 21 heures. Des branches jonchaient la chaussée et l'eau dévalait le long des trottoirs. Le SUV noir de Grégoire n'était pas là. En face, son voisin, Henri Forestier, se tenait sous la pluie en ciré jaune avec une lampe torche, dégageant les feuilles d'une bouche d'égout. Henri avait 68 ans, était facteur à la retraite et connaissait les habitudes de tout le quartier sans jamais admettre qu'il espionnait. J'ai sauté de la voiture. Henri. Quand est-ce que Grégoire est parti? Il m'a regardé, puis a fixé la maison de Grégoire. Avant le jeu télévisé. Quelle heure était-il? Ça commence à 19h30. Henri, s'il vous plaît. Il a froncé les sourcils en réfléchissant. Je suis rentré de ma promenade à 17h30. Grégoire partait déjà avant ça. 17h20, peut-être. Vous n'avez pas vu arriver Chloé, la babysitter avec la petite Honda rouge? Non. Personne. J'ai couru vers le porche. Comme le courant était coupé, la sonnette ne fonctionnait pas. Maëlys. Une toute petite voix a répondu depuis l'intérieur, « Maman ?» Déverrouille la porte, mon amour. Elle savait comment tourner le loquet de sécurité, nous le lui avions appris des mois plus tôt. J'ai entendu des tâtonnements, puis le clic de la serrure. Quand la porte s'est ouverte, j'ai failli perdre le peu de contrôle qu'il me restait. Maëlys se tenait là en pyjama licorne. Elle avait aussi enfilé ses baskets et son ciré jaune. Ses cheveux étaient emmêlés autour de son visage. Je suis tombé à genoux. Pourquoi portes-tu ton manteau? Elle a baissé les yeux, intimidée, au cas où je devrais aller chercher quelqu'un dehors. Je l'ai serré contre moi de toutes mes forces. Il y a des moments où la colère est brûlante. Ce soir-là, la mienne est devenue glaciale. Tu n'auras plus jamais à aller chercher de l'aide dans une tempête, lui ai-je dit dans les cheveux. Tu m'appelles, exactement comme tu l'as fait. Est-ce que papa va être fâché? J'ai reculé pour la regarder en face. Non. Je ne savais pas si c'était vrai, mais c'était ce qu'elle avait besoin d'entendre. Une patrouille de police est arrivée quelques minutes plus tard. Le brigadier a noté les heures, n'a posé à Maëlys que 2 ou 3 questions très simples sans la brusquer. J'ai gardé des réponses purement factuelles. Pas de grands discours, pas d'hypothèses. Puis, pendant que nous attendions que Grégoire daigne répondre à son téléphone, je me suis souvenu d'une phrase qu'il avait lâchée plus tôt dans la semaine, « Jeudi est une soirée capitale pour l'entreprise ». Sur le moment, je n'avais pas cherché à en savoir plus. J'ai sorti mon téléphone et cherché la page de son entreprise, Mercier Protection Habitat. La page Facebook s'est chargée. Et là, je l'ai vu. Grégoire, dans un grand hôtel du centre de Lyon, en smoking noir, une coupe de champagne à la main, un immense sourire aux lèvres. La photo avait été publiée 23 minutes plus tôt. Il posait sous une banderole du Gala régional de la résilience et de la sécurité, tenant un trophée en verre. La légende disait, rendre hommage aux dirigeants qui protègent les familles de notre région lorsque frappe la catastrophe. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les mots perdent tout leur sens. À 21h37, mon téléphone a enfin sonné. Grégoire, ai-je décroché? Qu'est-ce qui se passe? A-t-il immédiatement demandé. Maëlys va bien? Pendant une seconde, il a paru sincèrement effrayé. Maintenant, oui. Il a poussé un soupir de soulagement, puis son ton a changé, qu'est-ce que la police fabrique chez moi? J'ai baissé les yeux vers Maëlys, blottie contre moi sur le canapé, son ciré encore zippé jusqu'au menton. Tu l'as laissée seule pendant 4 heures. Non, Laure. Chloé était censée être là. Elle n'est jamais venue. Un silence de mort. Puis Grégoire a prononcé la phrase qui a tout déclenché, alors c'est Chloé qui a tout foutu en l'air. Grégoire est arrivé peu après 22 heures. Pauline était avec lui. Ils étaient encore tous les deux sur leur 31. Grégoire avait desserré sa cravate, mais portait le même costume sombre que sur la photo. Pauline portait une robe bleu marine et des talons aiguilles totalement inadaptés à une nuit où la moitié de la métropole luttait contre les inondations et les arbres arrachés. Dès que Grégoire a franchi la porte et vu Maëlys endormie contre moi, il s'est figé. Toute l'agressivité a quitté son visage.
Elle va bien? Elle va bien, maintenant. Il s'est accroupi près d'elle et a écarté une mèche de son front. Elle n'est pas blessée? Non. Bon Dieu. Cette réaction a compté pour moi plus tard. Grégoire aimait Maëlys, je n'en ai jamais douté. Le problème, c'est que Grégoire avait toujours cru qu'aimer quelqu'un et être responsable de cette personne était exactement la même chose. Ça ne l'est pas. Il s'est relevé et a enfin remarqué le policier près de la cuisine. Puis il a jeté un œil par la fenêtre. Henri était toujours de l'autre côté de la rue. 2 autres voisins étaient sortis sur leur perron. Le visage de Grégoire s'est durci. Pourquoi tout le monde est dehors? Je l'ai fixé, parce qu'il y a une voiture de police avec les gyrophares dans ton allée. Il a baissé la voix, furieux. Bon sang, Laure. La moitié du quartier est en train de nous regarder. Nous y étions. Maëlys était hors de danger, nous pouvions donc passer à la seule chose que Grégoire comprenait vraiment, l'image. L'agent lui a demandé où il se trouvait. Un dîner d'affaires en centre-ville. À quelle heure êtes-vous parti? Grégoire a hésité. Vers 18 heures. Du seuil de la porte, Henri est intervenu, plutôt que ça. Grégoire s'est retourné. Henri avait visiblement estimé que la pluie n'était plus assez captivante et s'était approché. Vous êtes parti vers 17h20, a précisé le retraité. Grégoire lui a jeté un regard noir, vous ne savez pas quand je suis parti. Henri a haussé les épaules, je rentre de balade à 17h30. À mon âge, mes habitudes sont la seule chose qui me reste. Le policier a consigné l'information sur son carnet. Grégoire s'est agacé, je ne comprends pas pourquoi on transforme ça en enquête criminelle. Chloé devait être là. Elle n'est pas venue. Elle a annulé? Grégoire s'est passé une main sur le visage, j'étais à une cérémonie officielle, Laure. Je ne regardais pas mon téléphone toutes les 30 secondes. Pauline l'a regardé. C'était la première fois que je remarquais son expression, ni en colère ni tout à fait soupçonneuse, simplement troublée. Elle a jeté un coup d'œil à Maëlys, puis à Grégoire, tu m'avais dit que quelqu'un était avec elle. Grégoire a répondu trop vite, c'était ce qui était prévu. Pauline n'a rien ajouté, mais sa façon de s'éloigner d'un pas m'a marqué. Le policier a demandé à Grégoire s'il s'était assuré de la présence effective de la babysitter. Grégoire a d'abord prétendu qu'il pensait l'avoir fait. Puis il a légèrement modifié sa version, affirmant qu'elle connaissait parfaitement le planning. Puis il a insisté sur le fait qu'elle venait tous les jeudis. En l'espace de 5 minutes, ce qui avait commencé par « Chloé devait venir » est devenu « Chloé savait qu'elle devait venir ». Ce ne sont pas les mêmes déclarations. Je l'ai remarqué, et le policier aussi. Maëlys a bougé contre moi, ce qui a mis fin aux discussions. Je me suis levé. Je la ramène à la maison. Grégoire s'est offusqué, ce soir, c'est mon droit de garde. J'ai failli éclater d'un rire nerveux, tu oses vraiment contester ça maintenant? Le policier est intervenu avant que le ton ne monte, compte tenu des circonstances, le plus raisonnable était que l'enfant reparte avec moi, et tout litige de garde se réglerait par les voies légales ultérieurement. Grégoire n'a pas apprécié, mais il savait qu'il ne valait mieux pas s'opposer à un fonctionnaire de police alors que sa fille de 5 ans dormait à 1 mètre de là. J'ai porté Maëlys jusqu'à ma voiture. Elle s'est réveillée juste assez pour murmurer, on rentre à la maison. Oui, chez nous. Oui, maman. Elle s'est rendormie avant même que je ne quitte le lotissement. De retour chez moi, je l'ai installée dans mon propre lit. Puis je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café que je n'ai jamais bu. Mon téléphone croulait sous les notifications, des messages de Grégoire, un appel manqué de sa sœur, un message de Colette me demandant si la petite allait bien, et cette maudite photo. Grégoire souriant sous cette banderole d'honneur. J'ai ouvert les réseaux sociaux, enregistré l'image et commencé à taper, voici où se trouvait le père de ma fille pendant qu'elle m'appelait, seul, en pleine alerte météo. J'ai joint la photo. Mon pouce a tremblé au-dessus du bouton de publication. Je voulais que le monde entier sache. Je voulais que chaque client qui lui avait serré la main ce soir-là sache où était sa fille. Ses associés, ses amis, son club de tennis, tout le monde. Puis j'ai entendu Maëlys remuer dans la chambre. J'ai regardé vers le couloir et j'ai effacé le texte. Pas parce que Grégoire méritait d'être ménagé, mais parce que Maëlys avait droit au respect de son intimité. Le lendemain matin, j'ai appelé maître Anita Pascal.
Elle avait géré mon divorce et exerçait le droit de la famille depuis plus longtemps que je n'avais été marié. Elle m'a reçu à 11 heures dans son cabinet au mur de briques, avec sa moquette ancienne et sa salle d'attente pleine de revues intactes. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, je lui ai montré la photo. Elle l'a examinée attentivement. C'est fâcheux. Fâcheux pour lui. Cela m'a arraché mon premier sourire de la matinée. Puis elle est redevenue très sérieuse. Laure, ne publiez rien. J'ai failli le faire. Je comprends votre colère. Il l'a abandonné. Et il raconte déjà à tout le monde que la babysitter a fait faux bond. Anita s'est penchée en avant, vous ne cherchez pas à gagner la journée de vendredi. Je l'ai regardé. Vous cherchez à protéger votre fille pour les 13 prochaines années. Séparez bien ces deux objectifs. Je détestais à quel point elle avait raison. En quelques jours, Anita a déposé une requête en urgence pour modifier les modalités de garde. J'avais l'illusion naïve que Grégoire entrerait dans le tribunal, qu'un juge entendrait, enfant de 5 ans seul pendant une tempête, et que l'affaire serait pliée. La justice est bien plus lente. Grégoire s'est présenté dans un costume gris impeccable, avec l'attitude d'un homme assistant à une réunion professionnelle qu'il déplorait profondément. Son avocat a qualifié l'incident de « problème de communication sérieux mais isolé dans la garde d'enfants ». Grégoire s'est exprimé avec calme, j'étais persuadé que ma fille était sous la surveillance d'une personne de confiance. J'aurais dû vérifier. Je le regrette amèrement. J'étais assise là, bouillonnant intérieurement, ce n'est absolument pas ce que tu m'as dit ce soir-là. Mais sa version sonnait bien, mesurée, responsable. L'ordonnance provisoire m'a confié la résidence principale et a restreint les visites de Grégoire à un cadre encadré le temps d'évaluer la situation. J'aurais dû me sentir soulagé. J'étais juste épuisé. Grégoire s'est mis à raconter à sa famille que j'utilisais une simple erreur pour lui voler sa fille. Sa sœur m'a envoyé un message, il a fait une bêtise, Laure, mais c'est son père. Et pendant 2 jours, j'ai fini par douter de moi-même. Étais-je aveuglé par la rancœur? Chloé avait-elle vraiment mal compris? Grégoire pensait-il sincèrement qu'elle venait? Puis, le samedi matin, en changeant mes draps, j'ai trouvé 2 barres de céréales cachées sous l'oreiller de Maëlys. Je les ai ramassées, ma puce, pourquoi est-ce qu'il y a ça ici? Elle a haussé les épaules, au cas où personne ne viendrait. Je suis allé m'enfermer dans la salle de bain. J'ai pleuré pendant 30 secondes, puis je me suis lavé le visage à l'eau froide. Grégoire martelait la même chose, Chloé a annulé. J'ai donc décidé de poser la question à Chloé moi-même. Je lui ai écrit, je ne cherche pas à t'attirer d'ennui. J'ai juste besoin de la vérité. As-tu annulé pour jeudi soir? 2 heures plus tard, sa réponse tombait, non, c'est Grégoire qui m'a dit de ne pas venir. Suivi d'une capture d'écran. À 17h11, message de Grégoire, ma mère prend Maëlys pour la nuit. Tu es en congé. J'ai lu le message 2 fois, 3 fois. Grégoire n'avait jamais pensé que Chloé viendrait, il lui avait ordonné de rester chez elle. Et soudain, un mot a pris une résonance énorme. Maman. J'ai composé le numéro de Colette. Quand elle a décroché, j'ai coupé court aux politesses, Colette, deviez-vous garder Maëlys jeudi soir? Un silence si long que j'ai dû m'asseoir. Puis elle a murmuré, Laure. Grégoire m'a affirmé que Chloé était avec elle. Nous nous sommes retrouvés le lendemain matin dans un salon de thé tranquille à Dardilly. Colette avait choisi l'endroit car c'était près de chez elle et que, selon ses mots, leur café est assez fort pour tenir lieu de traitement médical. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise près de la fenêtre, sa canne accrochée au dossier de la chaise. Devant elle se trouvait une pochette transparente remplie de feuilles. Pas des documents administratifs, des captures d'écran imprimées en très grand format, certaines lignes prenant un quart de page. Je me suis assise en face d'elle. Colette, qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle a poussé la pochette vers moi, je n'y vois plus rien sur ce maudit téléphone. Malgré la gravité de la situation, j'ai souri. Elle a tapoté les feuilles du doigt, mais je sais encore reconnaître un mensonge quand il est imprimé en gras taille 18. C'était tout Colette, 78 ans, de l'arthrose dans les 2 genoux, une opération de la cataracte prévue pour l'automne, mais encore parfaitement capable de débusquer les faux-semblants quand elle le décidait. Le problème, c'est qu'avec Grégoire, elle avait rarement fait ce choix. Jusqu'à aujourd'hui.
J'ai sorti la capture d'écran de Chloé en premier. 17h11, Grégoire, ma mère prend Maëlys pour la nuit. Tu es en congé. Puis Colette m'a tendu la sienne. 17h14, Grégoire, Chloé reste avec Maëlys. La météo se dégrade, reste au chaud chez toi. J'ai comparé les heures, puis j'ai levé les yeux vers Colette. 3 minutes. Elle a hoché la tête, 3 minutes. Il a dit à chacune de nous que l'autre s'en occupait. Je sais. Colette a baissé les yeux vers sa tasse. Ses mains tremblaient légèrement. Je n'arrête pas de penser à cette petite toute seule dans cette maison. Ne faites pas ça. Comment veux-tu que je fasse autrement? Parce que ce n'est pas vous qui l'avez laissée là. Mais je l'ai cru. Chloé aussi. Ça ne me console pas. Je comprenais. Cela ne me consolait pas non plus. Il y a une laideur particulière dans un mensonge méticuleusement conçu pour que personne ne se rende compte d'un danger. Si Grégoire avait simplement oublié d'engager une garde, ça aurait été d'une imprudence impardonnable. Mais là, c'était pire, il avait délibérément créé ce vide. Chloé croyait que Colette était là, Colette croyait que Chloé était là. Et Grégoire pouvait partir à sa fête en se disant que personne ne confronterait les versions. Colette a serré sa tasse à 2 mains avant d'ajouter « Il faut que je te dise autre chose. » J'ai attendu. Ce n'était pas la première fois que je gardais Maëlys sur ses jours de garde à lui. Je le sais. Non, Laure. Bien plus souvent que tu ne le penses. Elle m'a alors avoué que Grégoire lui déposait très régulièrement la petite. Parfois pour le travail, un chantier en urgence, une expertise de toiture après intempéries. Cela, je l'admettais. Mais il y avait tout le reste, des parties de golf, des dîners, un week-end de séminaire du côté d'Annecy, des sorties avec Pauline. Une fois, il lui avait amené Maëlys à 9h du matin pour ne revenir la chercher qu'après de minuit. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Colette m'a jeté un regard las, parce que c'est mon fils. Ce n'est pas une réponse valable. C'était la mienne. Je me suis calé contre mon dossier. Elle paraissait soudain plus vieille, pas confuse, juste vidée. Je me disais que je l'aidais à être un bon père. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir, peut-être que vous l'aidiez surtout à en avoir l'air. La mâchoire de Colette s'est contractée. J'ai tout de suite regretté, pardonnez-moi. Non, a-t-elle murmuré en fixant la table. Ne t'excuse pas. C'est sans doute exactement ce que je faisais. Cela nous a fait mal à toutes les deux. Grégoire avait récemment réclamé une garde alternée parfaite. Lors des médiations, il avait disserté sur l'importance cruciale pour Maëlys d'avoir un accès équitable à ses 2 parents. À l'époque, j'avais cru à un élan sincère. Mais Anita m'avait rappelé qu'une garde alternée réduisait considérablement la pension alimentaire. Et désormais, la vérité apparaissait, Grégoire réclamait du temps sur le papier tout en déléguant des pans entiers à sa mère dans l'ombre. Il n'y a rien d'illégal à ce qu'une grand-mère garde sa petite-fille, là n'était pas la question. Le problème était que Grégoire voulait le prestige d'être un père dévoué sans en assumer la charge réelle. Après avoir quitté le salon de thé, je suis resté assise 10 minutes dans ma voiture. Puis je me suis souvenu de la cérémonie, la soirée avait été retransmise en direct sur Internet. J'ai retrouvé la vidéo l'après-midi même. Le discours de Grégoire commençait autour de la 40e minute. Il était élégant, à l'aise, incarnant exactement le genre d'homme à qui l'on accorderait sa confiance en 5 minutes. Il remerciait ses collaborateurs, évoquait l'assistance aux sinistrés après les tempêtes, rappelait l'importance d'être présent quand les familles en ont le plus besoin. J'ai failli couper la vidéo. Puis l'animateur lui a posé une question, « Votre petite fille n'a pas pu se joindre à nous ce soir ?» Grégoire a souri chaleureusement, « Non. Elle est en sécurité à la maison. Exactement là où est sa place. » J'ai mis la vidéo en pause. Je l'ai rembobinée et réécoutée. Elle est en sécurité à la maison. À 20h22 ce soir-là, Grégoire savait parfaitement où se trouvait Maëlys, chez lui. Cela ne prouvait pas mathématiquement qu'il savait qu'elle était seule, mais cela anéantissait la fable qu'il servait à tout le monde, ce prétendu flou artistique selon lequel il pensait que quelqu'un l'avait emmené ailleurs. J'ai appelé Anita. Elle a visionné la séquence pendant que nous étions en ligne. C'est accablant, n'est-ce pas, ai-je demandé. C'est très utile. Je veux envoyer cette vidéo à tous ses contacts professionnels. Non.
J'ai fermé les yeux, Anita, enfin. Il s'est pavané devant 200 personnes en parlant de protéger les familles pendant que notre fille de 5 ans tremblait sous sa table. Je sais. Il a le droit de raconter ce qu'il veut publiquement, et moi je dois me taire? Pour l'instant. Je détestais ces 2 mots. Une semaine plus tard, l'avocat de Grégoire nous a fait parvenir une proposition d'accord. Sur certains points, elle était étonnamment avantageuse. Maëlys restait en résidence principale chez moi, Grégoire acceptait des droits de visite encadrés pour l'instant, ce qui nous évitait des mois de procédures coûteuses. Puis je suis tombé sur la clause concernant la fameuse nuit, les 2 parties s'engagent à qualifier l'événement d'incident de communication relatif à la garde. Aucune accusation publique de délaissement volontaire ne sera formulée, et aucune démarche ne sera entreprise auprès des partenaires commerciaux de M. Mercier. J'ai lu ce paragraphe à 3 reprises avant de lever les yeux vers Anita. Il est prêt à céder sur la garde de sa fille bien plus vite que sur sa réputation. Elle n'a rien dit. J'ai repris, il m'offre la paix si j'accepte de blanchir son image. C'est une interprétation. Quelle est la vôtre? Elle a croisé les mains, il nous montre simplement ce qu'il a le plus peur de perdre. J'ai rejeté l'offre. 3 jours après, Anita me rappelait, Pauline a contacté mon cabinet. J'ai soupiré, je refuse d'entrer dans les règlements de compte de couple. Ce n'est pas un ragot. Pauline et Grégoire avaient rompu. Elle nous transmettait un échange de messages de la nuit de l'orage. À 19h48, son téléphone avait reçu une alerte météo d'urgence. Elle avait écrit à Grégoire, « Est-ce qu'on ne devrait pas appeler à la maison pour vérifier comment va Maëlys ?» Sa réponse était arrivée moins d'1 minute plus tard, « Elle va très bien. Ne gâche pas la soirée. » Je suis resté immobile. Ce message faisait mal d'une façon différente. Les messages de Chloé prouvaient que Grégoire avait menti. Ceux de Colette prouvaient qu'il avait prémédité son mensonge. Mais celui de Pauline révélait pire encore, quelqu'un lui avait tendu une perche directe, il avait eu l'occasion nette de s'inquiéter pour sa fille de 5 ans, et il avait délibérément choisi de fermer les yeux. J'ai regardé mon avocate, alors, quand il persiste à appeler ça une simple erreur. Anita s'est adossée à son fauteuil, les simples erreurs n'exigent généralement pas d'inventer autant d'histoires différentes. Par la suite, Grégoire n'a pas capitulé malgré l'accumulation des preuves. Au contraire, il s'est durci dans la bataille. Son avocat s'est employé à déconstruire chaque fait pour en minimiser la portée. Chloé n'avait que 22 ans, peut-être avait-elle mal interprété les consignes? Pauline était désormais une ex-compagne, peut-être cherchait-elle à se venger? Henri avait bien vu le véhicule partir, mais comment pouvait-il savoir ce qui avait été convenu à l'intérieur du domicile? Et quant à Colette? C'est ce point-là qui m'a le plus révolté, l'avocat a insinué qu'à 78 ans, la grand-mère pouvait être confuse quant aux horaires précis. Quand Anita m'a rapporté cet argument, j'ai posé mon stylo sur le bureau. Il se sert de l'âge de sa propre mère. Il conteste sa fiabilité chronologique, ce qui revient au même. Anita n'a pas cherché à le défendre. J'ai appelé Colette depuis le parking. Elle est restée silencieuse un long moment avant de lâcher d'une voix blanche, « J'ai passé 40 ans à trouver des excuses à ce garçon. Aujourd'hui, je fais partie des excuses. » Je n'ai pas su quoi répondre. Elle a poursuivi, « Mes genoux sont usés, mes yeux ne valent plus grand-chose, soit. Mais je sais parfaitement ce que mon fils m'a écrit. Je le sais aussi, Colette. J'aurais dû cesser de le couvrir il y a bien longtemps. » Il n'y avait aucune pitié envers elle-même dans sa voix, ce qui rendait ses paroles encore plus poignantes. Pendant que les adultes s'écharpaient sur les procès-verbaux et les formulations juridiques, Maëlys a commencé à voir une psychologue pour enfants. Je m'attendais à des crises de larmes, des cauchemars ou des terreurs nocturnes. Au lieu de cela, ce furent des détails discrets qui changèrent. Le matin avant l'école, elle voulait savoir avec une précision absolue qui viendrait la chercher. Si je disais « Mamie Colette », elle demandait « Est-ce que mamie a dit oui pour de vrai ?» Si je devais rentrer un peu plus tard du travail, elle exigeait de savoir quelle personne serait physiquement présente dans la maison avant que je ne franchisse la porte. Au supermarché, elle vérifiait systématiquement que nous avions assez de provisions, pas des bonbons, mais des compotes en gourde, des biscuits, des barres de céréales, de la nourriture qu'elle pouvait ouvrir toute seule sans aide. Un mardi soir, alors que je lui brossais les cheveux après le bain, elle m'a demandé, « Si papa dit que quelqu'un va venir, comment je peux être sûr que la personne vient vraiment ?» La brosse s'est arrêtée au milieu de ses mèches. Elle s'observait dans le miroir, sans pleurer,
posant la question avec une terrible neutralité d'adulte. Je me suis assise à côté d'elle. Tu n'as pas à vérifier ça, mon cœur. Mais si les grands oublient. Cette phrase m'a transpercé la poitrine. Je l'ai serrée contre moi, alors c'est à un autre adulte de régler le problème. Pas à toi. Une fois qu'elle s'est endormie, je me suis retrouvé seul à la table de la cuisine. Pour la première fois, j'ai sérieusement envisagé d'abandonner le combat. Pas parce que Grégoire avait de bons arguments, ni parce qu'il méritait la moindre clémence. J'étais simplement à bout de force. C'est une forme d'épuisement que l'on ne comprend vraiment qu'après 50 ans, quand le monde entier continue d'exiger de vous que vous encaissiez tout sans broncher, le travail, l'école, les audiences, les rendez-vous chez la psychologue, les appels de juristes. Les nuits hachées à ressasser ce qu'on aurait dû dire. Et le quotidien qui continue d'envoyer ses factures comme si de rien n'était. Ma chaudière avait commencé à faire un bruit de ferraille inquiétant l'hiver précédent, j'avais économisé euro par euro pour la remplacer avant le retour du froid. Cette semaine-là, la note d'honoraire d'Anita est arrivée dans ma boîte aux lettres. Je l'ai ouverte sur le comptoir, j'ai vérifié mon compte d'épargne, puis j'ai regardé la porte de la cave avec l'impression que la chaudière venait de me trahir personnellement. La facture d'avocat s'élevait à plusieurs milliers d'euros. Je pouvais la régler, mais cela engloutissait la quasi-totalité de l'argent de la chaudière. Le lendemain après-midi, j'étais de nouveau dans le bureau d'Anita. Le projet d'accord amiable de Grégoire était posé devant elle. Je l'avais déjà relu 2 fois, Maëlys restait avec moi, Grégoire acceptait temporairement des visites supervisées, et nous arrêtions de dilapider nos économies en procédure. Tout ce qu'on me demandait, c'était d'accepter cette unique expression, incident de communication relatif à la garde. J'ai fixé la feuille. Je pourrais signer et en finir tout de suite. Anita a hoché la tête, oui. Maëlys reste avec moi. Oui. Et nous cessons de saigner financièrement. Pour l'essentiel, oui. J'ai pris le stylo. J'aimerais pouvoir dire que je me sentais forte et déterminée. Ce n'était pas le cas. J'avais 51 ans, j'avais mal au dos, je pensais à ma chaudière, à mon travail, et à mon envie désespérée de passer une seule semaine sans entendre prononcer le nom de Grégoire Mercier. La pointe du stylo a effleuré le papier. Puis j'ai revu Maëlys devant le miroir de sa chambre, me demandant comment savoir si un adulte allait vraiment venir. J'ai reculé ma main. Si je signe ce mensonge, quelle leçon est-ce que je donne à ma fille? Anita m'a observé en silence, ce n'est plus une question juridique. Je sais. J'ai reposé le stylo. C'est à cet instant précis que quelque chose a basculé en moi. Jusque-là, une part de moi rêvait encore d'une forme de vengeance, voir Grégoire perdre sa garde, perdre son trophée, perdre l'estime de ses pairs. Mais assise là, j'ai compris que je n'avais pas besoin de le détruire, j'avais simplement besoin qu'il cesse de réécrire l'histoire dès que la vérité le mettait face à ses responsabilités. Je ne signerai jamais cette formulation. Anita a acquiescé, nous allons faire une contre-proposition. Je négocierai le calendrier, les visites, tout ce qui est nécessaire. J'ai tapé sur le document, mais je refuse d'appeler ce qui s'est passé un simple défaut de communication. Très bien. Quand Grégoire a appris mon refus, il a haussé le ton. Pas devant le juge, mais sur les réseaux sociaux. L'entreprise Mercier Protection Habitat avait une audience locale importante, et soudain Grégoire s'est mis à publier de courtes vidéos d'humeur. Il y parlait d'instrumentalisation des erreurs humaines, de culture de l'annulation, et fustigeait les parents qui se servent des enfants comme d'un levier de chantage. Il ne mentionnait jamais mon nom, il n'en avait pas besoin. J'ai appelé Anita, est-ce que je peux répondre, cette fois? Il parle clairement de moi. Non. Vous commencez à m'agacer. C'est mon rôle, a-t-elle souri. Puis elle a ajouté, votre silence le rend fou. Elle avait raison. Grégoire avait toujours excellé à m'entraîner dans des disputes pour ensuite me faire passer pour l'hystérique de service. À présent, il multipliait les provocations, mais je ne mordais plus à l'hameçon. Quelques semaines plus tard, un mot est arrivé dans le cartable de Maëlys concernant le salon régional de la prévention et de la sécurité familiale. Sa classe de maternelle avait réalisé des affiches sur les gestes d'urgence en cas de tempête. Des mois auparavant, bien avant toute cette histoire, je m'étais porté volontaire pour encadrer leur stand. J'ai retourné le dépliant, Mercier Protection Habitat figurait en tête des sponsors officiels. J'ai songé à me désister.
Puis Maëlys est entrée dans la cuisine avec son petit sac de secours bricolé en classe. « Tu viens toujours ?» dit « Maman ?» Je l'ai regardé, bien sûr que je viens. La veille de l'événement, Anita m'a appelé, « Si Grégoire vous voit, ne cherchez pas le contact. » C'est promis. Et s'il vient vers vous, ne combattez pas l'image qu'il essaie de donner de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle a marqué une pause, laissez-le simplement se présenter lui-même. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'elle sous-entendait. Pas tout de suite. Je l'ai compris le lendemain. Le salon se tenait au parc des expositions par une matinée de samedi radieuse, ce qui rendait le contraste encore plus saisissant. Après les pluies diluviennes de cette nuit d'angoisse, le ciel était d'un bleu limpide. Maëlys portait le t-shirt de son école et son petit sac à dos orné de bandes réfléchissantes. À l'intérieur, une lampe torche, une petite bouteille d'eau, un pansement et une carte plastifiée avec mon numéro de téléphone. « Regarde maman, j'ai mis des petits gâteaux dans cette poche. » « C'est très bien, mon cœur. » Et mamie Colette a vérifié la date de péremption. Colette, debout à nos côtés appuyée sur sa canne, a renchéri, « Je suis devenu intraitable sur les dates de péremption. » J'ai souri. C'était pour cela que j'étais venu. Pas pour Grégoire, mais pour notre fille. Le hall était plein à craquer, des familles, des artisans du bâtiment, des pompiers bénévoles, des assureurs et des retraités récupérant des sacs publicitaires. En face de l'estrade principale se trouvait le stand de l'entreprise de Grégoire. Impossible de le rater, une immense bâche recouvrait tout le fond avec le slogan « Ne laissez jamais une famille sans protection ». J'ai jeté un regard et continué d'avancer. Colette l'a vu aussi, elle a haussé un sourcil mais n'a fait aucun commentaire. Pendant la première heure, tout s'est déroulé calmement. J'ai aidé l'institutrice à installer les dessins des enfants pendant que Colette, assise sur une chaise pliante, s'autoproclamait « contrôleuse de gestion ». J'ai aperçu Grégoire 2 fois de loin, les 2 fois, j'ai détourné le regard. Puis est venue l'heure des prises de parole des partenaires. Grégoire est monté sur la petite estrade en blazer marine impeccable. Il a commencé son discours rodé sur la culture du risque, l'importance de veiller sur les aînés isolés et la nécessité d'un plan d'urgence familial. Puis son regard a croisé le mien. J'ai su exactement quand il m'a vu, car son débit s'est altéré. Ses yeux ont glissé de moi à sa mère, puis vers un couple de parents d'élèves qui regardaient les affiches. Peut-être que quelqu'un a chuchoté, peut-être pas. Avec Grégoire, cela n'avait pas d'importance, dès qu'il se sentait jugé, il éprouvait le besoin maladif de redresser son image. Il s'est penché vers le micro, certains d'entre vous ont peut-être eu vent de rumeurs malveillantes sur ma vie privée ces derniers temps. Mon estomac est tombé. Colette s'est tournée vers moi, Laure. Je sais. Grégoire a affiché ce sourire blessé et digne qu'il avait déjà sorti au tribunal, toutes les familles connaissent des difficultés. Tous les parents font des erreurs. Malheureusement, il arrive que des malentendus d'ordre privé soient instrumentalisés à des fins de règlement de compte. Je me suis souvenu du conseil d'Anita, ne pas engager le combat. Je n'ai pas bougé. Puis Grégoire a ajouté, une petite fille apeurée a mal interprété une situation lors d'un orage, et une personne a décidé d'en faire une croisade personnelle contre moi. Plusieurs têtes se sont tournées dans ma direction. J'aurais encore pu me taire. Mais il a conclu, le témoignage confus d'une enfant de 5 ans ne devrait pas pouvoir détruire la réputation d'un honnête travailleur. Je me suis levé. Je n'ai pas couru vers l'estrade, je n'ai pas crié. J'ai simplement parlé d'une voix posée et claire, ma fille de 5 ans n'a pas détruit ta réputation, Grégoire. Il s'est arrêté net. Tu l'as fait tout seul. Son visage s'est crispé, ce n'est ni le lieu ni le moment, Laure. Tu as choisi ce lieu et ce moment à la seconde où tu as osé rejeter la faute sur notre fille. Il a tenté d'interrompre, mais je n'ai pas cédé la parole. 17h11, tu as écrit à Chloé que ta mère gardait Maëlys. Laure, arrête. 17h14, tu as écrit à ta propre mère que Chloé gardait la petite. L'assistance s'était totalement tue, tout le monde écoutait. 19h48, Pauline t'a demandé s'il fallait t'appeler à la maison à cause de la vigilance orage, et tu lui as dit de ne pas gâcher ta soirée. Grégoire s'est décomposé. Et à 20h43, Maëlys m'a appelé en larmes parce qu'elle était seule dans le noir. C'était tout. Pas de diatribe vengeresse, pas de grand dossier brandi en l'air. 4 horaires précis. Grégoire s'est reculé du micro, tu n'as aucune idée de ce qui s'est réellement passé.
Je sais exactement ce qui s'est passé. C'est alors qu'il s'est tourné vers Colette et a commis l'ultime erreur, maman est confuse. Elle a 78 ans, vous savez bien comment elle mélange les heures. Colette a pris appui sur ses accoudoirs et s'est relevée lentement. Pas à pas, s'aidant de sa canne, elle s'est avancée pour se placer à mes côtés. Mes genoux sont usés, Grégoire. Il n'a rien trouvé à répondre. Mais ma mémoire fonctionne parfaitement. Elle a planté ses yeux dans les siens, cesse d'utiliser mon âge pour masquer tes mensonges. Grégoire est devenu blême. C'est à cet instant précis que j'ai saisi le conseil d'Anita. Nous n'avions pas eu besoin d'expliquer qui était Grégoire aux gens présents, il venait de se dévoiler lui-même. Un homme âgé près du stand a levé les yeux vers l'immense slogan imprimé au-dessus de leur tête, « Ne laissez jamais une famille sans protection ». Il a regardé Grégoire, a regardé la bâche, et a lâché, qui a bien pu valider un slogan pareil? Quelqu'un a étouffé un rire gêné. Grégoire est devenu écarlate. Il est descendu de scène d'un pas rageur et s'est dirigé vers moi, « Tu es contente de toi? Tu es venu ici uniquement pour m'humilier. » Je suis venu parce que Maëlys voulait me montrer son travail d'école. Ne me prends pas pour un idiot. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je ne t'ai pas humilié, Grégoire. Il a ricané d'un air méprisant. J'ai continué calmement, j'ai passé des années à t'éviter la honte de tes propres actes. Aujourd'hui, j'ai simplement arrêté de le faire. Pour la première fois de sa vie, Grégoire s'est retrouvé sans répartie. Le responsable de l'événement a discrètement coupé le micro et invité le public à rejoindre les autres animations. Son associé, Denis Savary, est venu lui poser une main ferme sur l'épaule pour l'éloigner du stand de l'entreprise. Personne ne l'a hué, personne ne l'a renvoyé sur le champ, il n'y a pas eu d'effondrement théâtral de cinéma. Et c'est précisément ce qui rendait la scène si réelle. Grégoire avait passé des années à polir son vernis social, en quelques minutes, il venait de révéler à tous la réalité que son entourage s'épuisait à dissimuler. La procédure de garde a suivi son cours. J'ai finalement obtenu la résidence principale exclusive. Grégoire a conservé son autorité parentale, mais ses droits de visite sont restés encadrés dans un premier temps, avec une extension progressive conditionnée au respect strict des plannings, à la confirmation préalable des modes de garde et à sa présence effective. C'était ce qui m'importait le plus, je n'ai jamais voulu priver ma fille de son père. Je voulais qu'elle ait un père qui comprenne que la paternité n'est pas une prestation que l'on sous-traite dès qu'elle devient encombrante. Quelques semaines plus tard, Colette m'a appelé d'une voix presque guillerette, il réclame le trophée. Quel trophée? Le prix de la résilience. L'organisation a annulé la distinction après avoir réexaminé le dossier. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. A-t-elle ri. Il l'a reçu, qu'il le renvoie lui-même. J'ai pris ma retraite de livreuse pour ce garçon. J'ai éclaté d'un rire franc, le premier depuis des mois. Et pour la première fois depuis cette nuit de tempête, la justice ne ressemblait plus à de la colère, elle ressemblait au soulagement collectif de ne plus avoir à porter le fardeau des erreurs d'un autre. Les mois qui ont suivi ont vu la vie redevenir délicieusement ordinaire. Et je dis cela comme le plus beau des compliments. Il n'y avait plus de gyrophares dans l'allée, plus de courriers d'avocats avant le petit déjeuner, plus de messages paniqués de la belle famille. J'allais au travail, Maëlys allait à l'école, je faisais mes courses le samedi matin en pestant contre l'augmentation du prix du beurre, comme n'importe quelle femme de 50 ans avec ses lunettes de lecture sur le bout du nez. La chaudière a survécu à un nouvel hiver, de justesse. Chaque fois qu'elle émettait son grondement métallique depuis le sous-sol, je m'arrêtais net en murmurant, ne t'avise même pas de lâcher. Un jour, Maëlys m'a entendu et m'a demandé à qui je parlais. À la chaudière. Elle a pris un air inquiet, est-ce qu'elle a des soucis d'argent? Elle a ri si fort qu'elle a renversé son lait sur son pull. Ces instants ordinaires étaient précieux, après des mois à vivre dans la hantise d'une nouvelle crise, la routine était devenue un sanctuaire. Maëlys a poursuivi son suivi avec sa psychologue. Nous n'avons jamais forcé les choses, nous sommes simplement restés attentives. La corbeille d'Anka est restée sur l'étagère du bas dans la cuisine, bien à sa portée. Au début, elle la vérifiait tous les matins, biscuits, compotes, barres de céréales. Puis ce fut tous les 2 ou 3 jours, puis presque plus du tout. Un samedi, en changeant ses draps, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus aucune nourriture cachée sous son oreiller depuis des semaines. Je suis resté debout, le draus à la main, contemplant cet espace vide avec un sourire discret.
Cette petite victoire valait tous les trophées retirés à Grégoire. Colette a changé, elle aussi. Elle a continué de voir Maëlys très souvent et j'y tenais absolument, la petite l'adorait et Colette n'avait jamais manqué de vigilance avec elle. Mais elle a définitivement cessé d'être la béquille de Grégoire. Un vendredi après-midi, elle m'a appelé, tu vas apprécier l'anecdote. Que s'est-il passé? Grégoire a appelé pour me dire qu'il avait un imprévu professionnel pendant son week-end de garde. Et alors? Je lui ai dit de trouver une solution lui-même. Géry, comment a-t-il réagi? Il était sidéré. J'ai culpabilisé pendant 2 jours, je l'avoue. C'est bien normal au début. Colette a soupiré, pendant des décennies, j'ai cru que dire non faisait de moi une mauvaise mère. Je comprenais son sentiment bien mieux qu'elle ne le pensait. Pendant des années, j'avais cru qu'être une bonne épouse consistait à aplanir toutes les difficultés, s'il oubliait une date, je la notais, s'il était en retard, je trouvais une excuse, s'il blessait quelqu'un, j'expliquais qu'il était fatigué. Colette avait fait la même chose bien avant moi. Dire non, c'est peut-être la seule façon de permettre enfin à son enfant de grandir, ai-je glissé. Colette a gardé le silence un instant avant de répondre, à 78 ans, la plupart de mes nouvelles expériences concernent des ordonnances médicales. Je suppose que c'est un beau progrès. Grégoire ne s'est pas transformé en saint du jour au lendemain. Il faut être lucide, personne ne vit une remise en question le samedi pour se réveiller métamorphosé le dimanche. Ces progrès ont été lents, entrecoupés de rechutes et d'efforts maladroits. Après plusieurs mois de visites surveillées, il a progressivement regagné des temps de garde classiques. Au début, il respectait scrupuleusement les horaires. Puis, un vendredi, 25 minutes avant l'heure convenue, il m'a envoyé ce message, « Je suis en retard. Tu peux la garder jusqu'à 19 h ?» Le sac de Maëlys était déjà près de l'entrée. L'ancienne leur aurait cédé immédiatement non par envie, mais parce que c'était moins épuisant que de gérer son agacement. J'ai fixé l'écran et j'ai tapé « Non ». L'heure prévue est 18 h. Si tu ne peux pas venir, nous appliquons le protocole du jugement. Mon téléphone a sonné 10 secondes plus tard. C'est une question de 25 minutes, Laure. Tu vas vraiment faire des histoires pour ça? Je respecte simplement le planning officiel. J'ai un client important. Dans ce cas, trouve une solution conforme aux règles de garde. Un lourd silence s'est installé. Je l'entendais presque chercher en moi cette femme dévouée qui trouvait toujours une issue à ses imprévus. Elle n'existait plus. Tu pourrais au moins m'aider, a-t-il lâché d'un ton amer. Je l'ai fait pendant des années. Ce n'est pas juste. À tout à l'heure, 18 h. Et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement. Poser une limite pareille héroïque dans les récits qu'on en fait après coup, sur l'instant, cela donne simplement l'impression d'être injuste ou rigide. Grégoire est arrivé à 17h58. Il s'est contenté du strict minimum de politesse, et le monde ne s'est pas effondré. Le vendredi suivant, il était en avance. Quelques mois plus tard, Maëlys est rentrée de son week-end intarissable sur son séjour, papa a cuisiné des spaghettis. Vraiment? Et c'était bon? Elle a pris un air très sérieux pour réfléchir, c'était moyen. J'ai ri. Puis elle a ajouté, et il est resté à la maison toute la soirée. J'étais en train d'ouvrir son cartable, mes gestes se sont suspendus. Ah oui? Oui, on a regardé 2 dessins animés, et il s'est endormi pendant le 2e. Ça ressemble bien à ton père, ai-je murmuré. Elle a couru vers sa chambre en sautillant. Je suis resté seul dans la cuisine, son sac de goûter à la main, sentant quelque chose s'adoucir en moi. Pas envers Grégoire, mais face à l'espoir que Maëlys finisse par avoir le père attentif qu'elle méritait. Je n'ai jamais voulu le voir puni pour l'éternité, je voulais seulement qu'il comprenne que personne n'allait plus s'effacer en coulisses pour rendre sa paternité confortable. Un après-midi, Grégoire a tenté une dernière fois de me faire porter la responsabilité de ses propres failles. Tu pourrais parler à maman? Nous étions devant la grille de l'école. À quel sujet? Elle répond à peine à mes appels. C'est entre ta mère et toi. Elle t'écoute, toi. Non, Grégoire. Sa mâchoire s'est durcie, tu as contribué à la montée contre moi. Il fut un temps où cette accusation m'aurait entraîné dans 20 minutes de justification fébrile. Plus maintenant.
Les gens ont parfaitement le droit de se forger une opinion sur toi sans que j'aie besoin de les y aider. Il m'a fixé, désarçonné, puis a détourné le regard. Pendant des années, j'avais joué les traductrices pour lui auprès du monde entier, il ne le pensait pas. Il est sous pression. Le travail le déborde. Il a simplement oublié. Il t'aime bien, il l'exprime mal. J'ai enfin mesuré l'énergie colossale que cela m'avait coûté. La nuit de la tempête, j'avais cru que le pire était de retrouver ma fille de 5 ans seule dans le noir, vêtue d'un ciré et de baskets au cas où elle devrait fuir dans la nuit. Ce n'était pas cela. La vérité la plus effrayante résidait dans le nombre de personnes que Grégoire avait disposées autour de lui comme des filets de sécurité pour rattraper tout ce qu'il laissait tomber, sa mère, Chloé, Pauline, et moi. Cette nuit-là, tous les filets ont cédé simultanément, laissant apparaître une réalité limpide, une petite fille avait besoin de son père, et son père avait préféré un banquet mondain. Je n'ai pas détruit Grégoire par la suite, j'ai simplement arrêté de le protéger de lui-même. Et dès que j'ai cessé de m'interposer, les conséquences ont enfin su où le trouver. Si vous avez déjà passé votre vie à réparer les erreurs des autres, vous savez sans doute que le premier « non » est bien plus difficile à prononcer que des années de compromis. Mais parfois, c'est dans ce petit mot inconfortable que commence enfin la paix. Et vous, où auriez-vous fixé la limite ?